Bonjour à tous, merci de partager ce petit déjeuner avec nous, ce thé ou ce café. C'est la question que je vais poser à mon invité dans quelques instants. Elle devait être deux. Alors il y a des impondérables de la vie. C'est pourquoi vous pourrez les comprendre. Elles forment un tout, une entité. Elles se connaissent très bien. Régine Deforge n'est pas avec nous, mais Sonia Rykiel est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour Catherine, et je vais essayer de remplacer Régine aussi. Parce que toutes deux, je souhaitais effectivement vous rencontrer pour évoquer ce livre qui vient de sortir, Casanova était une femme. Voilà, ça c'est effectivement une appréciation de votre part chez Calman Levy. Et c'est une correspondance intime de deux femmes, de vous deux justement, avec Régine, durant 3 années. J'ai pas décidé que Casanova était une femme. C'est simplement un texte que j'ai écrit, et dans ce texte, il est question de... C'est un peu ésotérique, c'est un peu romancé. Je raconte une histoire de quelqu'un qui est à l'opéra et qui est en train d'écouter de la musique. Et cette personne dit « Mais attends, non, mais finalement, Casanova était une femme, c'était Giulietta ou je ne sais pas qui. » Et c'est le président de Calman Levy qui a décidé que c'était très bien comme titre. Mais ça ne veut pas du tout dire que... C'est accrocheur. Absolument, c'est accrocheur. Mais ça ne veut pas du tout dire que nous nous prenons, Régine et moi, pour deux Casanova. En tout cas, vous êtes des séductrices, néanmoins. Absolument. Ça fait quelques minutes que nous sommes ensemble et je m'en rends compte tout de suite. Oui. Quel est votre premier souvenir d'enfance, vous, Sonia ? D'enfance, alors vraiment, mais toute petite, je me souviens, peut-être parce que maman me l'a tellement raconté, mais j'ai le souvenir de maman me prenant le matin de très bonne heure, dans la rosée le matin, dans l'herbe de la rosée de l'herbe, me mettant la tête dans la rosée, et je ne comprenais pas pourquoi, et par la suite elle m'a dit que c'était pour essayer de retirer mes taches de rousseur. Déjà, oui. Vous êtes née, vous, à Paris. Là, vous évoquez d'ailleurs plutôt quelque chose qui est lié à la nature. Oui. Régine, elle est née à Montmorillon, dans la Vienne, donc vous êtes vraiment deux femmes différentes. Vous, une femme des villes. C'est-à-dire que moi, je suis née à Paris, mais je suis partie tout de suite à la campagne, très très vite, comme je suis née. Et ça vous a marqué ? Ça m'a marqué parce que j'ai vécu vraiment beaucoup d'été dans une famille un peu d'origine russe, et on vivait vraiment d'une manière très à la russe, à la campagne. Elle a vécu un traumatisme durant son enfance, elle le raconte dans Gaillet-Volé. Oui. Elle a été exclue de chez les sœurs parce qu'elle avait eu une relation amoureuse avec une jeune fille. Est-ce que vous avez subi comme ça un traumatisme Pas du tout. Moi, le seul traumatisme que j'aurais pu subir, c'était le fait d'être rousse incandescente, d'être tellement rousse que finalement on me remarquait de partout et que j'étais toujours remarquée, j'étais toujours particulière, j'étais toujours différente. Et c'est vrai qu'au lieu de me mettre dans un contexte de perdition, je me suis au contraire, j'en ai fait un pôle plus, une attraction. Ça vous a distingué des autres. Et c'est peut-être aussi ce qui vous a donné cette trempe. Peut-être, mais en même temps, oui, peut-être, mais en même temps, j'étais l'aînée. Nous sommes 5 filles, j'étais l'aînée, je suis toujours l'aînée. Et c'est vrai que j'étais très volontaire, que vraiment j'y allais, j'avais pas d'interdit. Et pas de complexe. Et pas de complexe du tout. Au fond, le fait d'être rousse me donnait une espèce de préférence. Puisque j'étais comme ça et que finalement il fallait jouer avec, je jouais encore plus fort, plus violemment. Vous n'êtes jamais coupé les cheveux réellement ? Si, je me suis coupé les cheveux, mais je n'ai jamais eu les cheveux très courts comme Régine, finalement. Mais je vais peut-être essayer maintenant. C'est vrai ? Oui, pourquoi pas. Pour changer d'image, Non, je n'ai pas du tout envie de changer, mais simplement parce que ça m'amuse. Je pense que ça peut être joli. Et pour provoquer aussi ? Je n'ai pas envie de provoquer avec des cheveux courts, c'est pas ça. La provocation ne vient pas du tout des cheveux. Mais vous resterez rousse ? Mais je suis rousse, je ne peux pas faire autrement, je pense. Mais vous pourriez avoir le plaisir aussi de prendre une autre couleur. Tout à fait, mais je pense que je ne pourrais pas y arriver. Ça serait trop difficile pour moi. Quand vous étiez petite, vous étiez déjà très coquette, vous prêtiez attention à vous, à vos vêtements ? Je n'étais absolument pas coquette. J'étais un garçon manqué et ma mère me disait toujours « je ne sais pas ce que je ferai de toi, tu ne seras jamais une femme ». Mais ça se manifestait comment, le garçon manqué ? Je courais dans le jardin, je grimpais aux arbres, j'étais tout le temps avec des garçons, j'étais jamais avec des filles, je détestais m'habiller. Je hurlais après maman quand elle me mettait des robes à smock ou des chaussures avec 4 brides. Et je détestais me changer, j'étais vraiment attifée. Et c'est drôle parce que j'adorais faire de la bicyclette.
Déjà. Déjà. Alors vous êtes la fille, d'ailleurs, aînée, hein, puisque vous êtes... Nous sommes 5 filles, Cinq j'ai filles, 4 vous étiez sœurs. l'aînée. Je suis l'aînée. Oui, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu, d'une manière très précoce, ce sentiment de responsabilité en tant qu'aînée? Complètement, complètement. Je suis vraiment l'aînée, j'ai une espèce de mamie sur mes sœurs. Je suis là, je suis présente, je ne peux pas les laisser. J'ai besoin d'elles, j'ai besoin qu'elles soient près de moi. Pas tout le temps, pas à côté vraiment, mais en tout cas j'ai besoin de les avoir. Ça fait partie vraiment de mon univers. J'ai vécu cette vie de famille quand j'étais petite d'une manière absolument merveilleuse. D'ailleurs, la seule chose qui m'intéressait au monde, c'était d'avoir 10 enfants. Et c'est parce que je n'ai que 2 enfants que j'ai commencé à travailler. Ah, vous souhaitiez être une mère de famille? Moi, je devais être une mère de famille, il n'était même pas question que je travaille. Et vous n'avez pas eu plus de 2 enfants, mais vous auriez souhaité? J'aurais beaucoup aimé, oui. Non, j'ai eu beaucoup de mal à avoir 2 enfants, mais Dieu merci, 2 enfants formidables. Mais c'est vrai que ma seule Sinon, ambition... nous n'aurions pas connu votre mode. Sûrement pas, sûrement pas. Mais ma seule ambition dans la vie, c'était d'avoir 2 enfants et de m'occuper d'eux. Et j'avais cette espèce de vue absolument fantastique d'avoir le père, la mère et 5 enfants de chaque côté, et une soupière et moi en train de donner la soupe avec une louche. Ça, c'était la femme idéale. C'est étrange, parce que c'est quelque chose qui m'a manqué finalement. Alors, bouchez-vous les yeux, ou les oreilles du moins, et fermez les yeux, voilà, parce qu'il va y avoir quelques indiscrétions après le journal. Écoutez, regardez, pas vous. Je regarde pense pas. que c'est des jouisseuses, ouais, voilà, c'est des jouisseuses, vraiment. Elles aiment les hommes. Elles sont quand même complètement allumées. Elles sont quand même gravement allumées toutes les deux. Elles font partie d'un tout, c'est Sonia Rykiel et Régine Deforges. Régine, n'est pas avec nous ce matin, on le regrette, elle aurait dû l'être. Sonia la représente, elle représente les deux à la fois. Et en fait, elle vient nous parler de ce Casanova était une femme. C'est une correspondance sur 3 ans, des lettres que vous êtes envoyées l'une et l'autre, des lettres très, très intimes. Est-ce que c'est un amour platonique ou plus ? C'est un véritable amour, mais véritable amour de tendresse, de douceur, de respect, de délicatesse, une vraie tendresse. Mais pas d'amour physique. Ah non, pas d'amour physique. Non, mais absolument pas, en aucun cas. Je vous ai dit, j'ai 4 sœurs. Ce sont mes sœurs, ce sont comme mes amies. Mais Régine, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est pour moi... très, très important. Elle est très importante, elle m'est indispensable. Il y a des odeurs de chocolat ce matin. Vous croyez? J'en ai peur. Vous êtes une croqueuse de chocolat. Je suis une croqueuse de chocolat. Ma sœur Danielle disait que quand elle était petite et qu'elle rentrait dans ma chambre, elle voyait par terre, le sol était jonché de livres et sur mon lit, il n'y avait que du chocolat. Là, ce matin aussi, du chocolat noir de préférence, j'imagine, non? Toujours du chocolat noir. Et puis liquide de plus. Et liquide, oui. Toutes deux, vous avez une réussite extraordinaire. Hein, elle, avec ses best-sellers, La bicyclette bleue, une vraie saga de 9 volumes. Vous, évidemment, en termes de mode. Et alors, c'est surprenant, parce que quand on vous lit, vous avez un doute, vous, permanent. Vous doutez de vous. Mais je pense que la création, c'est quelque chose de complètement... insupportable, c'est quelque chose qui vous bouffe, c'est quelque chose qui vous dévore, c'est quelque chose qui est presque invivable. Plus vous savez, plus vous êtes forte, plus vous êtes connue, plus vous racontez de choses, plus vous êtes dans le doute. Par exemple, là, je vais présenter une collection même pas dans un mois, je suis désespérée. Pourquoi? Parce que vous craignez de ne pas avoir les bonnes idées, d'être à côté de la plaque? Parce que je pense que c'est pas bien, que ce que je fais n'est pas juste, que le matin je me réveille et je me dis mais c'est fantastique cette robe que j'ai faite hier soir, c'était la beauté même. Et puis 1 heure après je me dis je m'écroule comme la robe. Et c'est un travail de... Vous savez, Roland Barthes disait que l'amoureux ne cesse de courir dans sa tête.
Moi, je pense que le créateur, c'est quelqu'un qui ne cesse de courir dans sa tête. C'est quelqu'un qui est... Je dis aussi, dans le premier livre que j'ai écrit en 78, qui s'appelle « Et je la voudrais nue », je disais que pour moi, tous les créateurs étaient slaves. C'est-à-dire qu'ils n'étaient peut-être pas slaves d'origine, mais les slaves, ce sont des êtres qui, le matin, nagent dans le bonheur et une heure après, sont désespérés. Et c'est votre cas? Et c'est mon cas. Là, en ce moment, Alors, vous êtes Régine désespérée, là? Non. Moi, je suis... Là, toutes les deux, mais là. je peux être... Ah non, avec vous, pas du tout. Bon. Je suis ravie. Je suis très triste que Régine ne soit pas là, mais je suis ravie de vous rencontrer. Bon. Parce que ça fait longtemps que j'avais envie de vous rencontrer, d'ailleurs. Bon, donc on n'est pas dans la désespérance, mais ça peut vite arriver, c'est ça. Mais ça peut vite arriver parce que d'abord, le fait de faire ce que je fais, d'écrire une histoire de femme depuis 35 ans, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui s'écrit facilement. C'est une vraie partie, c'est un jeu, et c'est une partie de cartes où je perds, où je gagne. Et quand la première femme sort sur le podium, souvent j'ai envie de la retenir et de lui dire arrête, ne sors pas parce que tu es pas juste, tu es pas bien. Ou alors je lui dis vas-y, emporte le monde, débrouille-toi et plante tes yeux dans la première personne que tu vas voir, que tu auras envie de séduire et séduis-la jusqu'au bout. Pensez-vous que les jeunes femmes de 25 ans sont plus libres que vous l'avez été à 25 ans? J'ai une fille, j'ai des petites filles, j'ai des amis de mes filles, des amis de mes petites filles. Vous avez des points de comparaison? J'ai beaucoup de points de comparaison. Je pense que nous sommes à peu près au même point. Nous en sommes encore au même point. Je pense qu'elles ne sont pas spécialement plus libres que je l'ai été. Ou que l'a été ma fille, ou que l'a été ma mère. Donc on pourrait presque dire qu'il y a même une régression. Je ne dirais pas qu'il y a une régression, je dirais qu'on en est au même point. Pour pas mal de choses. Il y a d'autres choses où ça avance, il y a plus de liberté, plus de... Mais sans ça, il y a beaucoup de retenue, et puis il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre encore aujourd'hui, très très difficiles à vivre. On est confronté à des maladies, à des drames qui sont des drames écologiques aujourd'hui qui sont l'horreur. Quel est l'événement, selon vous, Sonia Rykiel, le plus important que vous ayez vécu durant ces 40 dernières années? La pilule, sûrement. Sûrement la pilule et l'avortement. Qui ont changé vraiment la vie des femmes. Ah oui, oui. Vous vous êtes beaucoup battue pour cela? Je me suis toujours beaucoup battue. Peut-être pas en manifestant vraiment, mais en manifestant d'autre façon que de manifester avec un drapeau et derrière une bannière. Alors de quelle façon? En écrivant, en faisant partie, en donnant de mon temps, en faisant des comportements aussi. Oui, et dans mon comportement, bien sûr. Vous avez dédié votre correspondance, toutes les deux, à vos enfants. Alors, deux d'entre eux dressent un portrait croisé de Sonia Rykiel et de Régine Deforges. C'est votre fille, Nathalie, bien sûr, et puis Franck, qui est le fils de Régine. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Régine, c'est une mère présente, mais pas dans la démesure et pas une mère poule, en tous les cas. Je crois que j'aurais pas d'ailleurs aimé, mais une mère dont je savais qu'elle serait toujours là, le cas échéant, le cas de besoin, mais il fallait pas l'emmerder pour l'inutile. Maman, maman, demeurer sur tes genoux. Sonia, elle a quand même vraiment assuré en tant que mère. Et donc, j'ai pas eu le sentiment que sa notoriété m'enlevait quoi que ce soit en tant qu'enfant. Je me souviens des réflexions des uns des autres. Ah, c'est la papesse de l'érotisme, c'est Madame Q. Ah, je me souviens de tout ça, ça c'était lourd à porter. Avoir une mère comme ça, tellement incroyable, tellement atypique, tellement qui déménage tellement, qui occupe tellement l'espace, je trouve que c'est peut-être plus long, je dirais pas plus difficile, mais c'est plus long, surtout quand on est une fille, de trouver ses propres marques. Elle m'a appris la liberté, ce que c'est que la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté de choix, la liberté de penser, la liberté de lecture, de sortir, avec un vrai rapport permanent à la responsabilité. En ce qui me concerne, c'est qu'il faut, c'est d'avancer, c'est avancer et trouver ce qui est juste pour soi. Ma mère est quand même devenue la reine de la mode, la reine des pullovers, sans savoir tricoter un pull, sans savoir coudre, sans savoir dessiner.
C'est un paradoxe, Régine. Régine affiche une fragilité qu'elle n'a pas. Je crois que c'est une des femmes les plus fortes que j'ai pu rencontrer. Les choses ne devaient pas lui résister. Et ce qu'elle croyait être juste, elle faisait absolument tout pour que et elle continue pour que ça arrive et pour l'obtenir. Des femmes qui à un moment se sont complètement reconnues, un peu comme dans le règne animal, on se sent, on se reconnaît et après on revient plus dessus. Ce sont des femmes très sensuelles toutes les deux. Ce sont des femmes qui peuvent s'asseoir par terre et occuper l'espace complètement en étant par terre. Bon, Régine, elle allume un cigare, c'est fini quoi, on ne voit plus qu'elle. Ma mère, elle va commencer à toucher ses cheveux comme ça et voilà. Je pense que c'est des jouisseuses, ouais, voilà, c'est des jouisseuses, vraiment. Elles aiment les hommes. Je pense pas qu'elles aiment le même type d'homme. Elles aiment les belles fringues. Deux rousses flamboyantes habillées en noir. Toutes les deux adorent faire la cuisine. Même si je les entends souvent se disputer. Régine est persuadée que la meilleure mousse au chocolat, c'est la sienne. Je tiens à préciser que ma mère est quand même la reine. Elles aiment la vie. Elles sont quand même complètement allumées. Elles sont quand même gravement allumées toutes les deux. Elles sont comme un dessin de Claire Bretéché. Maman a tort, 2, c'est beau l'amour, 3, l'infirmière pleure, 4, je l'aime. Totalement allumée, jouisseuse aussi de la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris de la part de Nathalie, votre fille, et de Franck? Pas du tout, pas du tout. Je les connais très bien tous les deux. Comme ils vous connaissent d'ailleurs. Comme ils nous connaissent, et je pense qu'ils sont... Ils ont vu juste... D'ailleurs, ce sont deux enfants, il faut le dire, très intelligents, très justes, très mesurés, et qui ont des qualités exceptionnelles. Moi, je suis absolument en admiration et avec un respect fou pour Nathalie. Est-ce qu'elle vous a jalousé, vous pensez, durant sa vie? Je ne pense pas qu'elle ait pu me jalouser parce qu'il y a trop d'amour entre nous. Il y a trop de passion, trop de tendresse, trop de respect, trop de... Et aujourd'hui, est-ce que vous la jalousez? Je ne peux pas la jalouser, je l'admire. Je la regarde et je lui dis qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es, c'est bien, c'est vas-y chérie. Et je pense que Régine par rapport à Franck, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants? L'amour. Ce qui compte au monde, moi je pense que je leur ai transmis aussi que la vie, il fallait la vivre. J'ai toujours dit à Jean-Philippe et à Nathalie que j'étais ce que je suis et que ce que je voulais vivre, j'allais le vivre et je le vivrais de toutes les façons, que jamais ils ne m'en empêcheraient, même s'ils voulaient m'en empêcher, mais que quoi qu'il arrive, j'étais là. Donc vous avez été davantage femme que mère? Non, je pense pas. J'ai été mère et femme. Mais je veux dire, je me suis jamais, j'ai jamais rien laissé passer pour les enfants, à condition de savoir que de toute façon, ils savaient que j'étais là, ils savaient où me joindre à chaque instant. Est-ce que vous avez donné la même éducation à votre fille et à votre fils, Jean-Philippe? C'est plus difficile parce que Jean-Philippe a un problème et il ne voit pas. C'est un fantastique musicien. À la naissance, hein? On lui a brûlé les yeux dans la couveuse, oui, quand il est né. Et c'est un fantastique musicien et j'ai des rapports avec Jean-Philippe qui sont des rapports plus de création, on peut discuter pendant des heures et des heures, comment il faut faire ça, comment on ne peut pas faire ça, comment on n'y arrive pas, comment on s'écroule, comment on repart. On peut discuter de textes, d'un texte de Nathalie Sarraute pendant 2 ou 3 heures avec Jean-Philippe parce que c'est justement là, à quel endroit ça commence, après quand est-ce que ça finit. Et avec Nathalie, elle a été avec moi, à côté de moi. Elle ne m'a pas quittée. À partir du moment où Nathalie est née, je ne l'ai pas lâchée une seconde. Je ne pouvais pas la lâcher. C'est pas qu'elle m'appartenait. Elle était ma fille. Mais en même temps, j'avais besoin d'elle à côté de moi. Besoin d'elle, et non pas elle qui avait besoin de vous. Je pense qu'elle avait besoin de moi aussi, mais en tout cas à partir du moment où elle a voulu partir, à partir du moment... C'est jamais moi qui lui ai demandé de venir travailler avec moi. Elle a fait ce qu'elle a voulu. Moi je l'ai aidée, j'étais là pour lui dire ce qu'elle me demandait, mais en tout cas, elle a fait ce qu'elle a voulu.
Mais j'étais présente. J'ai toujours été présente. Alors, il y a des points de désaccord, je dirais, entre vous et Régine. Lorsque l'on sait qu'elle travaille pour l'Humanité, elle écrit parfois, et souvent d'ailleurs pour le journal L'Humanité, elle est vraiment quelqu'un d'engagé. Bon. Vous, au contraire, et d'ailleurs vous le dites dans les lettres, vous êtes plutôt écœurée par la lourdeur du monde, par sa mocheté même. Tout à fait, mais Régine aussi. Régine aussi est très écœurée par ce qui se passe. Oui, mais elle s'investit. Mais elle s'investit autrement que moi. Moi, je m'investis aussi. Par exemple, je passe mon temps à mettre dans les vitrines, depuis que je fais de la mode, dans mes vitrines, il y a des livres. À chaque nouvelle collection, pas nouvelle collection, à chaque nouvelle vitrine, il y a des livres et des livres qui sont engagés, des livres qui veulent dire des choses. Par exemple, il y a aussi les livres de Régine, quand elle écrit ses rubriques pour l'Humanité, il y a sans arrêt des livres qui racontent quelque chose, qui sont engagés. Je suis engagée par rapport dans beaucoup de domaines humanitaires, par exemple avec Nicolas Hulot pour respecter la planète. Oui, c'est ça. Et puis aussi pour les paralysés ou pour les handicapés. Je fais énormément de choses. Vous ne mettez pas tellement ça en avant, volontairement, par pudeur? Non, pas par pudeur, mais parce que je le fais naturellement. Et c'est vrai que par moments, ça m'écœure, ça me rend malade de voir des choses comme ça, d'entendre des choses et de me dire c'est pas la peine de faire tellement de choses, c'est pas la peine de se bouger tellement pour que ça bouge à peine. Il vous arrive de rester terré chez vous, comme ça, dans votre chambre, par des moments de désespérance? Je ne reste pas terrée dans ma chambre par désespérance, je me mets dans ma chambre parce que c'est là l'endroit où je travaille, où j'écris, où je dessine. Mais vous savez, par exemple, Régine et moi, nous passons souvent des vacances ensemble, dans une maison à l'île de Ré, par exemple. Mais Régine est dans une chambre, moi je suis dans une autre, et on ne se parle pas. C'est-à-dire qu'on peut même descendre déjeuner, chacune à une table différente. Et puis d'un seul coup, pouffer de rire en voyant qu'on est là, et l'une est là et l'autre là. Donc la communion est présente sans parole, mais nécessairement. Mais c'est ça qui est formidable entre Régine et moi. C'est une espèce d'aller-venu comme ça qui est tellement plein d'humour, plein de tendresse. Dans les lettres, il y a surtout de la tendresse. Est-ce que vous pourriez lire ce passage? Elle est signée par vous. Je ne me penche pas sur l'avenir ou alors je m'effondre. C'est affreux, terrible, de ne pas faire de projet, de vivre le quotidien. Ai-je le désir d'aimer, d'être aimé? Non seulement j'en ai le désir, mais je suis aimée. J'aime, je m'abandonne. La jouissance me comble, me fascine, me donne une force folle pour avancer. J'ai aussi envie de danser des slows sur des musiques lascives qui font s'enrouler le corps, mais j'ai aussi envie de rythmes fous qui envoient ton corps, tes bras en l'air. Je n'ai pas eu d'amant cubain, ni de noir, comme me dit une de mes petites filles. Il ne faut pas mourir idiot, mamie. Profite de la douceur, regarde devant toi, prends l'espace. Comme tu me le dis toujours, nous sommes les plus belles. Je t'aime, tu me manques. Très joli texte, et d'ailleurs Régine ensuite répond à ce texte-là, comme si ce besoin d'aimer, vous le disiez tout à l'heure, vous avez transmis à vos enfants l'amour, c'était obsessionnel, mais c'est un amour physique aussi, puisque vous parlez aussi de jouissance. C'est l'amour physique, mais c'est l'amour aussi, c'est amour, je veux dire, c'est le. Mais c'est pas toujours cérébral, rapport, quand même. Voilà, le rapport, le toucher, l'envie, le désir, le plaisir, la volupté, la volupté, la gourmandise. Le chocolat, le thé, les oreillers, les coussins. Est-ce que vous parvenez à dissocier le sexe des sentiments? Oui, tout à fait, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des amants, par exemple, plus jeunes que vous? Oui, bien sûr. Parce que c'est pas ce que je préfère. Régine aime les hommes très minces, moi très jeunes, oui. Peut-être minces aussi. Minces aussi, oui, mais je les préfère gros et plus vieux. Pourquoi? Parce que vous vous sentez en décalage avec Non, pas les du plus tout, jeunes. parce que c'est comme ça. Peut-être que mon père étant plus rond et le père de Régine plus mince, en effet, peut-être que c'est ça. Vous pensez qu'on recherche toujours son père? Je pense que c'est important. Je pense qu'il y a quelque chose de pathétique et en même temps de complètement impérieux dans le fait de retrouver son père. C'est vrai aussi que moi j'ai un père et comme nous étions 6 avec maman, 7 avec la femme qui travaillait à la maison, c'était très difficile de capter son attention. Donc est-ce que j'ai recherché toujours des pères dans les hommes avec lesquels j'ai vécu? Peut-être.
sûrement d'ailleurs. Alors Charlotte Rampling dit elle-même qu'il n'y a pas de tourisme sexuel au féminin parce que les femmes ont besoin de partager quelque chose sur un plan sentimental et physique à la fois. Vous partagez ça, vous, ce commentaire? Un peu, oui. Mais je trouve que dans ce film, Charlotte Rampling fait passer toute cette histoire magnifiquement parce que c'est elle. Et qu'elle est magnifique. Et que ce qu'elle dit, c'est vrai, je pense. Mais c'est un phénomène réel. C'est un phénomène complètement réel. Régine serait tout à fait capable de faire ça. Moi, ça serait plus difficile. Parce que j'ai plus de réticence. Mais Régine, on se dispute assez souvent à cause de ce. Mais ça, vous l'évoquez dans la correspondance. Tout à fait. Je la traite de tous les noms parce qu'elle avait vu un homme sur la plage et qu'elle me dit « Regarde comme il est beau ». Et je lui dis « C'est pas possible que tu trouves ce mec beau, il est complètement... Il est déjà fané à 35 ans ». Est-ce que vous avez partagé le même homme? Je dois vous le dire. Je vais dire oui. Et avec des commentaires ensuite de vous deux? Je peux pas trop raconter. Oui. Je peux pas raconter. Mais je vous Mais je vous imagine en plus. Mais Régine serait là, elle dirait oui aussi. Donc la complicité va jusque-là. En même temps, oui, c'est ça. C'était une espèce de complicité. C'était quelque chose. C'est quelque chose d'assez étrange de faire ça, de partager un homme. Et c'est quelque chose. Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup de. J'étais très heureuse d'avoir partagé cet homme avec Régine. Très, très heureuse. Il l'a su? Enfin, il a su que bien vous saviez l'une et l'autre. Bien sûr, bien sûr. C'était ça qui était intéressant. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, l'homme ne devient pas un peu objet? Bien sûr, mais ça, il le savait aussi. Il se posait comme ça. Mais en même temps, c'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire. C'était un homme qui avait 1000 qualités, qui était très intéressant, très intelligent, c'était pas un petit jeune homme. Un gigolo. C'était pas un gigolo du tout. Mais quand on est femme libre, comme vous l'êtes toutes deux, pourquoi vous vous êtes mariées? Mais moi, quand je me suis mariée, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Il fallait que je me marie, c'était pas possible autrement. J'étais une jeune fille juive, bourgeoise, il n'était pas question de ne pas me marier, il était question, je vous dis, que j'ai 10 enfants. Et ça faisait partie des convenances. C'était les convenances, c'était comme ça. Et je pense qu'après, quand j'ai divorcé, j'ai jamais eu envie de me marier. Régine, oui. Régine s'est remariée. Qu'est-ce que vous pensez du jeu des confidences actuellement, beaucoup dans les autobiographies, notamment la chanteuse Régine, que vous connaissez, qui publie un livre sur ses amours, donc elle évoque plusieurs de ses amants. Qu'est-ce que vous pensez de ce déballage? Je ne pense pas que c'est quelque chose que je ferais, du tout. Je pense que dans le livre que je viens de faire avec Régine, de correspondance, il n'y a pas du tout de déballage. Absolument pas, on ne raconte rien. Vous suggérez. On suggère, mais en même temps, c'est effleurer une histoire entre deux femmes. C'est quelque chose d'assez... comme une route qui part comme ça et que... Je trouve que c'est une amitié qui est absolument superbe, qui apporte quelque chose. Mais est-ce que vous pensez, Sonia, qu'à partir d'un certain âge, on n'est plus libre de raconter ses impudeurs? Ça dépend de quelle façon on raconte. Je pense que le mystère, c'est plus vous racontez, plus vous êtes mystérieux. Plus vous en donnez... Plus vous racontez, et plus vous êtes mystérieuse. Tout à fait. Je pense que plus quelqu'un raconte sa vie, plus on a envie d'en savoir. Ah oui? Ah oui. Je pense que le mystère, c'est ça, c'est quelque chose... Alors que si on reste sur la réserve et dans le secret... On s'en fout. On ne s'intéresse pas à vous? Pas du tout. Oui, alors, complètement, ça, je suis sûre de ça. Et j'ai toujours pensé ça depuis très longtemps. Jusqu'à raconter des mensonges? Si Régine était là, elle vous dirait que je suis la plus grande menteuse. Mais oui, elle le dit. Mais qu'est-ce que c'est que le mensonge? Le mensonge, c'est le roman, c'est raconter, c'est inventer. Encore une fois, le créateur, c'est quelqu'un qui ment tout le temps. Je passe ma vie à mentir, je passe ma vie à faire des robes qui trichent. Je passe ma vie à raconter des histoires à l'intérieur de mes robes pour qu'elles marchent, pour qu'elles parlent, pour qu'elles enveloppent cette femme, qu'elle bouge, qu'elle soit comme une sculpture qui met ses bras autour de quelqu'un.
le mensonge, Vous l'aimez. la vérité existe, on n'invente que le mensonge. Tous les plus grands écrivains au monde n'ont parlé que du mensonge. Et vous en jouez. Moi, je ne peux pas faire autrement. Là, vous avez menti là, depuis le début de l'émission. Oh, j'ai sûrement menti, mais je vous ai sûrement raconté la vérité aussi. Mais ça n'a aucune importance parce que ce que je vous raconte est vrai. Même si je mens. Encore une fois, je mens pour agrandir, je mens pour rendre les choses plus belles. Pour rendre les choses plus belles, je mens parce que c'est une espèce de plaisir. Je mens parce que je suis une raconteuse. Et pour rentrer dans le romanesque aussi? Pour rentrer dans le romanesque, pour écrire. Moi, je pense que j'écris une robe depuis 35 ans. J'écris un pullover, j'écris une fourrure. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Comment voulez-vous que je continue à écrire sans mentir? D'autant plus que, qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de moi que je fasse du Riquiel, encore du Riquiel, tout en avançant. Parce que si c'était du Riquiel qui était reparti en arrière, personne ne l'achèterait. Donc il faut sans arrêt que j'escalade quelque chose, que je raconte, que je rajoute, que je réajuste. Donc je joue. Je joue, donc je mens. Donc je vous dis la vérité. Vous ne mentiez pas tout à l'heure en disant que le fait d'être rousse et d'être née rousse a sans doute permis de vous distinguer aussi des autres. Alors, dans le catalogue, vous savez, de Don Juan, des femmes de Don Juan, il n'y a pas de rousse, vous le savez ça, de Mozart. Les rousses n'existent pas. Oui. Alors, on les avait déjà brûlées, vous voyez. Eh oui, des vraies sorcières. Vous comprenez ça? Pourquoi il y a ce phénomène quasiment anti-rousse? C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Il semblerait, puisque vous êtes si séductrice, c'est que ça opère quand même bien sur les hommes. Oui, c'est ça, mais j'ai jamais senti ce phénomène de rejet. Jamais, jamais, jamais. Même en classe? Même en classe. Mais en classe, j'étais déjà vainqueur. J'avançais, il fallait que j'avance, il fallait que je sois la première. C'est-à-dire que j'étais tellement pas jolie. Ah, vous vous ressentiez pas jolie? Ah, pas moi. Je pense que mes sœurs étaient sublimes, parce qu'elles avaient des cheveux blonds vénitiens, avec des boucles magnifiques, alors que moi j'étais rousse, raide. Et maman, quand je suis née, me donnait le sein en me disant pourquoi tu es rousse, et on m'a passé la tête à l'eau oxygénée parce qu'on pensait que j'avais du sang sur la tête. J'étais rousse comme cette pomme, j'étais terriblement rousse. Donc c'est vrai que je suis passée à côté de tout finalement. Est-ce que vous savez dessiner? Il paraît que toutes les deux, vous savez très bien dessiner. Régine vous dira que je dessine très bien. Et moi, je vous dirais que... Moi, je voudrais juste que vous fassiez un essai. Regardez, là, il y a du papier, canson. Il y a des petites choses, là, qui devraient bien vous aller. Par exemple, un rêve. Votre dernier rêve érotique, Sonia, ce serait quoi? Puisque vous parlez tant et si bien de la volupté. Et vous voulez que je le dessine? Oui. Régine, si elle était là, elle vous ferait un dragon. Je me fous tout le temps d'elle à cause de ça. Mais en même temps, elle sait faire des dragons très bien. Et vous, c'est plus angélique, ce que vous faites? Non, pas du tout. Moi, je fais des espèces de fausses femmes, de silhouettes. Elles sont toujours androgynes un peu, hein, non? Toujours androgynes. Mais moi, j'adore le côté androgyne. Vous auriez aimé avoir, par exemple, une forte poitrine? Non, pas du tout. Je trouve que j'ai déjà trop de poitrine. Ah oui? Oui. Donc vous êtes à contre-courant? Oui. Enfin, à contre-courant, n'exagérons pas. En ce moment, on va plutôt vers le 90 que le 80, non? Oui, c'est vrai. Et vous y prêtez attention? Non. Dans votre mode, non? Dans ma mode, je fais attention à beaucoup de choses, mais pas vraiment à ça. À quelle partie du corps vous faites le plus attention? Moi, je trouve qu'il y a une partie du corps qui est sublime, ce sont les jambes. Les femmes qui ont de jolies jambes, elles ne savent pas ce que c'est. C'est sublime. Vous voulez dire que vous n'avez pas de belles, c'est ça que vous voulez dire? Je ne trouve pas que mes jambes soient magnifiques. Mais qu'est-ce que vous trouvez de beau en vous? Beaucoup de choses. Ah, tout de même. Beaucoup de choses. Oui, je trouve que je suis très intéressante. Mais j'aurais adoré avoir de jolies jambes. Vous voulez que je le colorie? Oui. Alors racontez-moi. C'est une espèce de femme. Oui. Qui se marre, qui se fiche de tout le monde. Voilà. Qui traverse la vie comme ça.
Ça pourrait être une des héroïnes de Claire Bretéché. Ça pourrait être... oui, mais alors attendez, je vais quand même pas vous dire que je dessine comme Claire, qui est une sublime dessinatrice. Ah, c'est la troisième amie. Oui. Elle est commune aux deux. Ah oui, elle est commune aux deux. Mais c'est une fantastique... En quoi elle vous ressemble? Claire, elle nous ressemble pas du tout. Elle est beaucoup plus fermée, elle est beaucoup plus droite, elle est beaucoup plus... C'est une solitaire. On est toutes les trois solitaires. On est très solitaires. Régine est très solitaire, je suis très solitaire et Claire est très solitaire. Je crois que la moins solitaire des trois, c'est Claire. Ah oui, mais oui. Farouche. Oui, elle est farouche. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'aime pas. Mais c'est vrai que... Regardez ce que je vous ai fait, c'est vraiment horrible. Vous voulez que je signe? Ah mais il va falloir que vous assumiez, hein, Sonia. Ben voilà, j'assume. Je vous emmène au 12 à dos. 12 à dos avec vous, Sonia Rykiel, avec des réponses courtes, du tac au tac. Du tac au tac. Qu'est-ce qui nourrit chez vous le désir? La vue, les mains, les yeux, le corps, les cheveux, la tête, la couleur. Quelle est votre drogue préférée? Le regard. Ce qui vous blesserait le plus, que l'on vous dise que vous êtes une mauvaise mère ou une piètre maîtresse? Les deux. Vraiment, là, je ne peux pas choisir. Avez-vous déjà regretté d'être une femme? Jamais. Préférez-vous les hommes en dessous chic, comme le chantait Gainsbourg, ou bien sans dessous? Je préfère en dessous chic. Votre fantasme accompli, quel est-il? Mon fantasme accompli... Finalement, je pense peut-être d'avoir deux hommes en face de moi, ce que je n'ai jamais eu, et d'être seule dans une chambre avec eux. La dernière chose interdite que vous ayez faite? La dernière chose interdite que j'ai faite... Je vais vous dire quelque chose d'un peu bête, mais manger 3 bouchées au chocolat le soir avant de me coucher. L'une derrière l'autre. L'une derrière l'autre. Et ça m'est vraiment interdit. J'ai vraiment pas le droit de faire ça. Puisque vous êtes une véritable menteuse, quel est votre dernier mensonge? Mon dernier mensonge, c'est que peut-être tout ce que je viens de vous dire est faux. Tant pis. La pire excuse que vous ayez inventée pour quitter un homme? Qu'il était trop bien pour moi. Et il l'a cru. Non. Lorsque l'on a comme vous une vie de femme libre, devient-on une vieille dame indigne? Je ne pense pas que je serais une vieille dame indigne. Je ne pense pas que je deviendrai indigne. J'ai trop de respect pour les gens, j'ai trop d'amour pour les gens pour devenir indigne. J'ai trop besoin de les aider, de leur donner, d'être près d'eux. Quel est votre mot d'amour préféré? Je t'aime. Et que feriez-vous s'il vous restait un seul jour à vivre? Ben, je mourrais. J'en mourrais. Merci, on se retrouve à table. Voilà Sonia, merci d'avoir répondu du tac au tac à ces questions un petit peu Et vous auriez dû prévenir un indiscrètes. peu. Ah, vous auriez préféré y penser. Ah oui, j'aurais préféré y penser, je pense. Oui, mais là, il y avait de la spontanéité aussi vrai, dans oui. vos réponses. Qu'est-ce que vous attendez d'une correspondance comme celle-là? C'est un message aussi que vous envoyez aux autres femmes notamment, ou vous préféreriez que ce soit des hommes qui lisent ce livre? J'aime beaucoup l'idée que ce soit des femmes et des hommes. J'aime beaucoup l'idée que ce soit pour les deux. J'aime beaucoup l'idée de l'avoir fait, d'avoir eu le courage de le faire, d'avoir eu. Parce qu'il faut du courage. Mais il faut quand même un certain courage, parce qu'à un moment donné, on se dit dans le livre, Régine dit, est-ce que tu crois qu'il faut le faire? Est-ce que tu crois qu'on a raison de le faire? Est-ce que tu crois qu'on est... Encore des doutes. Mais oui, mais bon, on est toujours dans le doute. Et je pense qu'on a eu le courage de le faire, et je trouve ça bien. Mais c'est vrai que depuis que je... Enfin, moi, je ne suis pas écrivain, vraiment, mais c'est vrai que ça fait le 10e livre à peu près que je fais. Et je trouve que c'est très important d'écrire. Il y a eu une critique très méchante Oui. de Christine Ferniaud
hein, dans Télérama, mais très très méchant. Il paraît que c'était je l'ai pas qui lu. parle moi. de vide abyssal. Oui, Et n'importe elle quoi. vous dit en plus, c'est une suggestion, l'an prochain, va publier la liste des commissions. Bon, c'est extrêmement violent. Qu'est-ce que vous retenez de ça, justement Alors, quand j'ai même pas voulu le lire. Ouais. On m'en a parlé, j'ai pas voulu le lire. Je trouve ridicule parce que je trouve que ce livre est un livre avec de l'humour, avec de la tendresse, qui n'est pas du tout ostensible, qui ne raconte pas quelque chose de. Ce sont deux femmes qui racontent leur amitié. Et c'est tout. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, beaucoup de respect. Je ne trouve pas que ça méritait des choses aussi violentes. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle a écrit ça. C'est une femme qui a écrit ? Oui. Est-ce que vous vous sentez parfois mal aimée en tant que créatrice ? Est-ce que vous en souffrez ? Pas vraiment. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, que je ne me suis pas sentie vraiment mal aimée. Quand les gens n'ont pas compris des collections que je faisais, j'avais le sentiment qu'ils m'aidaient, au contraire. Que s'ils n'avaient pas aimé, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, que c'était vraiment pas juste. Je pense que, comme dit Nietzsche, dans la critique, ou Rilke, je ne sais plus lequel des deux, la critique, c'est quelque chose qui doit vous aider et pas quelque chose qui vous détruit. Il faut en profiter. Donc à chaque fois que des critiques ont été faites sur ce que je faisais, je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça s'appelle Casanova était une femme. C'est un dialogue de femmes écrit par Régine Deforge et Sonia Ryquel. C'est chez Calman Lévy. Je voudrais vous offrir des livres. Et puis, si vous vous intéressez à Sonia Ryquel, il y a aussi L'envers à l'endroit. C'est une autobiographie, hein, c'est de chez Fayard. C'est un travail autour de la mode, de ce que je fais, de l'écriture. La dernière femme de Jean-Paul Enthoven, je voudrais vous l'offrir. Ah, alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est bien, c'est On a imaginé que voilà, c'était effectivement un écrit que vous aimeriez. C'est intéressant, il est déjà dans mes vitrines depuis presque 15 jours. Bon, donc vous le conseillez effectivement à ceux qui nous regardent ce matin. Tout à fait. Et Plaidoyer pour le mensonge. Ça, j'ai pas lu. De Laurent Léguévac, c'est aux éditions de Noël et ça, c'était nécessairement pour vous. Je pense qu'il l'a écrit d'ailleurs pour vous. Sûrement. Merci beaucoup. Horrible menteuse. Je voudrais remercier l'artiste qui a créé ces tableaux. Il s'agit de Do Fournier qui expose à la galerie Marie-Claude Goinard à Paris. Dans le 6e, 11 rue Visconti, ce sont des scènes intimes, dans un décor très posé, c'est un moment de charme, avec des couleurs extrêmement intéressantes, ocre notamment. Vous aimez ? Vous y êtes sensible ? Ce à quoi je suis sensible, c'est l'espèce de petit rappel de Matisse. Ah oui. Il y a un peu de Matisse dans tous ces tableaux. Et vous-même, vous peignez ? Je ne peins pas du tout. Je dessine, mais je ne peins pas du tout, mais j'adore la peinture. Un grand merci d'avoir pris ce petit déjeuner. Merci à vous, Catherine. Je suis ravie d'être venue. Et Vous reviendrez ? Mais bien sûr, quand vous voulez, peut-être avec Régine. Allez, on ne va pas lui en tenir rigueur. Pas du tout, pas du tout. Portez-vous bien. On se retrouve beaucoup. Samedi prochain. Nous serons en compagnie du chanteur Corneille. Et puis le lendemain, ce sera Laurent Gérard qui illuminera notre début de journée. Prochain rendez-vous dès samedi prochain, 7h, pour un nouveau thé ou café. D'ici là, passez une très bonne semaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.
Bonjour à tous, merci de partager ce petit déjeuner avec nous, ce thé ou ce café. C'est la question que je vais poser à mon invité dans quelques instants. Elle devait être deux. Alors il y a des impondérables de la vie. C'est pourquoi vous pourrez les comprendre. Elles forment un tout, une entité. Elles se connaissent très bien. Régine Deforge n'est pas avec nous, mais Sonia Rykiel est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour Catherine. Et je vais essayer de remplacer Régine aussi. Parce que toutes deux, je souhaitais effectivement vous rencontrer pour évoquer ce livre qui vient de sortir, Casanova était une femme. Voilà, ça c'est effectivement une appréciation de votre part chez Calman Levy. Et c'est une correspondance intime de deux femmes, de vous deux justement, avec Régine, durant 3 années. J'ai pas décidé que Casanova était une femme. C'est simplement un texte que j'ai écrit et dans ce texte, il est question de... C'est un peu ésotérique, c'est un peu romancé. Je raconte une histoire de quelqu'un qui est à l'opéra et qui est en train d'écouter de la musique. Et cette personne dit « Mais attends, non, mais finalement, Casanova était une femme, c'était Giulietta ou je ne sais pas qui. » Et c'est le président de Calman Levy qui a décidé que c'était très bien comme titre. Mais ça ne veut pas du tout dire que... C'est accrocheur. Absolument, c'est accrocheur. Mais ça ne veut pas du tout dire que nous nous prenons, Régine et moi, pour deux Casanova. En tout cas, vous êtes des séductrices, néanmoins. Absolument. Ça fait quelques minutes que nous sommes ensemble et je m'en rends compte tout de suite. Oui. Quel est votre premier souvenir d'enfance, vous, Sonia ? D'enfance, alors vraiment, mais toute petite, je me souviens, peut-être parce que maman me l'a tellement raconté, mais j'ai le souvenir de maman me prenant le matin de très bonne heure, dans la rosée le matin, dans l'herbe de la rosée de l'herbe, me mettant la tête dans la rosée, et je ne comprenais pas pourquoi, et par la suite, elle m'a dit que c'était pour essayer de retirer mes taches de rousseur. Déjà, oui. Vous êtes née, vous, à Paris. Là, vous évoquez d'ailleurs plutôt quelque chose qui est lié à la nature. Oui. Régine, elle est née à Montmorillon, dans la Vienne, donc vous êtes vraiment deux femmes différentes. Vous, une femme des villes. C'est-à-dire que moi, je suis née à Paris, mais je suis partie tout de suite à la campagne, très très vite, comme je suis née au mois de mai. Et ça vous a marqué ? Ça m'a marqué parce que j'ai vécu vraiment beaucoup d'été dans une famille un peu d'origine russe, et on vivait vraiment d'une manière très à la russe, à la campagne. Elle a vécu un traumatisme durant son enfance, elle le raconte dans Cahiers volés. Oui. Elle a été exclue de chez les sœurs parce qu'elle avait eu une relation amoureuse avec une jeune fille. Est-ce que vous avez subi comme ça un traumatisme Pas du tout. Moi, le seul traumatisme que j'aurais pu subir, c'était le fait d'être rousse incandescente, d'être tellement rousse que finalement, on me remarquait de partout et que j'étais toujours remarquée, j'étais toujours particulière, j'étais toujours différente. Et c'est vrai qu'au lieu de me mettre dans un contexte de perdition, je me suis au contraire, j'en ai fait un pôle plus, une attraction. Ça vous a distingué des autres. Et c'est peut-être aussi ce qui vous a donné cette trempe. Peut-être, mais en même temps, j'étais l'aînée. Nous sommes 5 filles, j'étais l'aînée, je suis toujours l'aînée. Et c'est vrai que j'étais très volontaire, que vraiment j'y allais, j'avais pas d'interdit. Et pas de complexe. Et pas de complexe du tout. Au fond, le fait d'être rousse me donnait une espèce de préférence. Puisque j'étais comme ça et que finalement il fallait jouer avec, je jouais encore plus fort, plus violemment. Vous vous êtes jamais coupé les cheveux réellement ? Si, je me suis coupé les cheveux, mais je n'ai jamais eu les cheveux très courts comme Régine, finalement. Mais je vais peut-être essayer maintenant. C'est vrai ? Oui, pourquoi pas. Pour changer d'image, Non, je n'ai pas du tout envie de changer, mais simplement parce que ça m'amuse. Je pense que ça peut être joli. Et pour provoquer aussi ? J'ai pas envie de provoquer avec des cheveux courts, c'est pas ça. La provocation vient pas du tout des cheveux. Mais vous resterez rousse ? Mais je suis rousse, je peux pas faire autrement, je pense. Mais vous pourriez avoir le plaisir aussi de prendre une autre tout à couleur. fait, mais je pense que je ne pourrais pas y arriver. Ce serait trop difficile pour moi. Quand vous étiez petite, vous étiez déjà très coquette, vous prêtiez attention à vous, à vos vêtements ? Je n'étais absolument pas coquette. J'étais un garçon manqué et ma mère me disait toujours « je ne sais pas ce que je ferai de toi, tu ne seras jamais une femme ». Mais ça se manifestait comment, le garçon manqué ? Je courais dans le jardin, je grimpais aux arbres, j'étais tout le temps avec des garçons, j'étais jamais avec des filles, je détestais m'habiller. Je hurlais après maman quand elle me mettait des robes à smock ou des chaussures avec 4 brides. Et je détestais me changer, j'étais vraiment attifée. Et c'est drôle parce que j'adorais faire de la bicyclette.
Déjà. déjà. Alors vous êtes la fille, d'ailleurs, aînée, hein, puisque vous êtes... Nous sommes 5 filles, 5 j'ai filles, 4 vous étiez sœurs. l'aînée. Hein. Je suis l'aînée. Oui, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu d'une manière très précoce ce sentiment de responsabilité en tant qu'aînée? Complètement, complètement. Je suis vraiment l'aînée, j'ai une espèce de mamie sur mes sœurs. Je suis là, je suis présente, je ne peux pas les laisser, j'ai besoin d'elles, j'ai besoin qu'elles soient près de moi. Pas tout le temps, pas à côté vraiment, mais en tout cas j'ai besoin de les avoir. Ça fait partie vraiment de mon univers. J'ai vécu cette vie de famille quand j'étais petite d'une manière absolument merveilleuse. D'ailleurs, la seule chose qui m'intéressait au monde, c'était d'avoir 10 enfants. Et c'est parce que je n'ai que 2 enfants que j'ai commencé à travailler. Ah, vous souhaitiez être une mère de famille? Moi, je devais être une mère de famille, il n'était même pas question que je travaille. Et vous n'avez pas eu plus de 2 enfants, mais vous auriez souhaité? J'aurais beaucoup aimé, oui. Non, j'ai eu beaucoup de mal à avoir 2 enfants, mais Dieu merci, 2 enfants formidables. Mais c'est vrai que ma seule Sinon, ambition... nous n'aurions pas connu votre mode. Sûrement pas. Sûrement pas. Mais ma seule ambition dans la vie, c'était d'avoir 2 enfants et de m'occuper d'eux. Et j'avais cette espèce de vue absolument fantastique d'avoir le père, la mère et 5 enfants de chaque côté, et une soupière et moi en train de donner la soupe avec une louche. Ça, c'était la femme idéale. C'est étrange. Parce que c'est quelque chose qui m'a manqué finalement. Alors bouchez-vous les yeux, ou les oreilles du moins, fermez les yeux, voilà, parce qu'il va y avoir quelques indiscrétions après le journal. Écoutez, regardez, pas vous. Je regarde Je pense pas. que c'est des jouisseuses, ouais, voilà, c'est des jouisseuses, vraiment. Elles aiment les hommes. Elles sont quand même complètement allumées. Elles sont quand même gravement allumées toutes les deux. Elles font partie d'un tout, c'est Sonia Rykiel et Régine Deforges. Régine, bon, n'est pas avec nous ce matin, on le regrette, elle aurait dû l'être. Sonia la représente, elle représente les deux à la fois. Et en fait, elle vient nous parler de ce Casanova était une femme. C'est une correspondance sur 3 ans, des lettres que vous êtes envoyées l'une et l'autre, des lettres très, très intimes. Est-ce que c'est un amour platonique ou plus ? C'est un véritable amour, mais véritable amour de tendresse, de douceur, de respect, de délicatesse, une vraie tendresse. Et pas d'amour physique? Ah non, pas d'amour physique, non, mais absolument pas, en aucun cas. Je vous ai dit, j'ai 4 sœurs, ce sont mes sœurs, ce sont comme mes amies, mais Régine, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est pour moi... très, très importante. Elle est très importante, elle m'est indispensable. Il y a des odeurs de chocolat ce matin. Vous croyez? J'en ai peur. Vous êtes une croqueuse de chocolat. Je suis une croqueuse de chocolat. Ma sœur Danielle disait que quand elle était petite et qu'elle rentrait dans ma chambre, elle voyait par terre, le sol était jonché de livres et sur mon lit, il n'y avait que du chocolat. Là, ce matin aussi, du chocolat noir de préférence, j'imagine, non? Toujours du chocolat noir. Et puis liquide de plus. Et liquide, oui. Bon. Toutes deux, vous avez une réussite extraordinaire. Hein. Elle, avec ses best-sellers, La bicyclette bleue, une vraie saga de 9 volumes. Vous, évidemment, en termes de mode. Et alors, c'est surprenant, parce que quand on vous lit, vous avez un doute, vous, permanent. Vous doutez de vous. Mais je pense que la création, c'est quelque chose de complètement... insupportable, c'est quelque chose qui vous bouffe, c'est quelque chose qui vous dévore, c'est quelque chose qui est presque invivable. Plus vous savez, plus vous êtes forte, plus vous êtes connue, plus vous racontez de choses, plus vous êtes dans le doute. Par exemple, là, je vais présenter une collection même pas dans un mois, je suis désespérée. Pourquoi? Parce que vous craignez de ne pas avoir les bonnes idées, d'être à côté de la plaque? Parce que je pense que c'est pas bien, que ce que je fais n'est pas juste, que le matin je me réveille et je me dis mais c'est fantastique cette robe que j'ai faite hier soir, c'était la beauté même. Et puis 1 heure après je me dis je m'écroule comme la robe.
Et c'est un travail de... Vous savez, Roland Barthes disait que l'amoureux ne cesse de courir dans sa tête. Moi, je pense que le créateur, c'est quelqu'un qui ne cesse de courir dans sa tête. C'est quelqu'un qui est... Je dis aussi, dans le premier livre que j'ai écrit en 78, qui s'appelle « Et je la voudrais nue », je disais que pour moi, tous les créateurs étaient slaves. C'est-à-dire qu'ils n'étaient peut-être pas slaves d'origine, mais les slaves, ce sont des êtres qui, le matin, nagent dans le bonheur et une heure après, sont désespérés. Et c'est votre cas? Et c'est mon cas. Là, en ce moment, Alors, vous êtes désespérés, là? Non. Moi, je là, toutes les deux, là. Je peux être... Ah non, avec vous, pas du tout. Bon. Je suis ravie. Je suis très triste que Régine ne soit pas là, mais je suis ravie de vous rencontrer. Parce que ça fait longtemps que j'avais envie de vous rencontrer, d'ailleurs. Gentil. Bon, donc on n'est pas dans la désespérance, mais ça peut vite arriver, c'est ça? Mais ça peut vite arriver parce que d'abord, le fait de faire ce que je fais, d'écrire une histoire de femme depuis 35 ans, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui s'écrit facilement. C'est une vraie partie, c'est un jeu, c'est une partie de cartes où je perds, où je gagne. Et quand la première femme sort sur le podium, souvent j'ai envie de la retenir et de lui dire arrête, ne sors pas parce que tu es pas juste, tu es pas bien. Ou alors je lui dis vas-y, emporte le monde et débrouille-toi et plante tes yeux dans la première personne que tu vas voir, que tu auras envie de séduire et séduis-la jusqu'au bout. Pensez-vous que les jeunes femmes de 25 ans sont plus libres que vous l'avez été à 25 ans? J'ai une fille, j'ai des petites filles, j'ai des amis de mes filles, des amis de mes petites filles. Vous avez des points de comparaison? J'ai beaucoup de points de comparaison. Je pense que nous sommes à peu près au même point. Nous en sommes encore au même point. Je pense qu'elles ne sont pas spécialement plus libres que je l'ai été. Ou que l'a été ma fille, ou que l'a été ma mère. Donc on pourrait presque dire qu'il y a même une régression. Je ne dirais pas qu'il y a une régression, je dirais qu'on en est au même point. Pour pas mal de choses. Il y a d'autres choses où ça avance. Il n'y a plus de liberté, plus de... Mais sans ça, il y a beaucoup de retenue, et puis il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre encore aujourd'hui, très très difficiles à vivre. On est confronté à des maladies, à des drames qui sont des drames écologiques aujourd'hui qui sont l'horreur. Quel est l'événement, selon vous, Sonia Rykiel, le plus important que vous ayez vécu durant ces 40 dernières années? La pilule, sûrement. Sûrement la pilule et l'avortement. Qui ont changé vraiment la vie des femmes. Ah, oui. Vous vous êtes beaucoup battue pour cela? Je me suis toujours beaucoup battue. Peut-être pas en manifestant vraiment, mais en manifestant d'autre façon que de manifester avec un drapeau et derrière une bannière. Alors de quelle façon? En écrivant, en faisant partie, en donnant de mon temps, en faisant des préfaces. Dans votre comportement aussi? Oui, et dans mon comportement, bien sûr. Vous avez dédié votre correspondance, toutes les deux, à vos enfants. Alors, deux d'entre eux dressent un portrait croisé de Sonia Rykiel et de Régine Deforges. C'est votre fille, Nathalie, bien sûr, et puis Franck, qui est le fils de Régine. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Régine, c'est une mère présente, mais pas dans la démesure et pas une mère poule, en tous les cas. Je crois que j'aurais pas d'ailleurs aimé, mais une mère dont je savais qu'elle serait toujours là, le cas échéant, le cas de besoin, mais fallait pas l'emmerder pour l'inutile. Maman, maman, demeurer sur tes genoux. Sonia, elle a quand même vraiment assuré en tant que mère. Et donc, j'ai pas eu le sentiment que sa notoriété m'enlevait quoi que ce soit en tant qu'enfant. Je me souviens des réflexions des uns des autres. Ah, c'est la papesse de l'érotisme, c'est Madame Q. Ah, je me souviens de tout ça, ça c'était lourd à porter. Avoir une mère comme ça, tellement incroyable. Mais est-ce que vous pensez, Sonia, qu'à partir d'un certain âge, on est plus libre de raconter ses impudeurs? Ça dépend de quelle façon on raconte. Je pense que le mystère, c'est plus vous racontez, plus vous êtes mystérieux. Plus vous en donnez... Plus vous racontez, et plus vous êtes mystérieuse. Tout à fait. Je pense que plus quelqu'un raconte sa vie, plus on a envie d'en savoir. Ah oui? Ah oui. Je pense que le mystère, c'est ça, c'est quelque chose... Alors que si on reste sur la réserve et dans le secret, on s'en fout. On ne s'intéresse pas à vous? Pas du tout. Oui, alors, complètement, ça, je suis sûre de ça. Et j'ai toujours pensé ça depuis très longtemps. Jusqu'à raconter des mensonges?
Si Régine était là, elle vous dirait que je suis la plus grande menteuse. Mais oui, elle le dit. Mais qu'est-ce que c'est que le mensonge? Le mensonge, c'est le roman, c'est raconter, c'est inventer. Encore une fois, le créateur, c'est quelqu'un qui ment tout le temps. Je passe ma vie à mentir, je passe ma vie à faire des robes qui trichent. Je passe ma vie à raconter des histoires à l'intérieur de mes robes pour qu'elles marchent, pour qu'elles parlent, pour qu'elles enveloppent cette femme, qu'elle bouge, qu'elle soit comme une sculpture qui met ses bras autour de quelqu'un. Le mensonge, la vérité existe, on n'invente que le mensonge. Tous les plus grands écrivains au monde n'ont parlé que du mensonge. Et vous en jouez? Moi, je ne peux pas faire autrement. Vous avez menti là depuis le début de l'émission. Oh, j'ai sûrement menti, mais je vous ai sûrement raconté la vérité aussi. Mais ça n'a aucune importance parce que ce que je vous raconte est vrai. Même si je mens. Encore une fois, je mens pour agrandir, je mens pour rendre les choses plus belles. Pour rendre les choses plus belles, je mens parce que c'est une espèce de plaisir. Je mens parce que je suis une raconteuse. Et pour rentrer dans le romanesque aussi? Pour rentrer dans le romanesque, pour écrire. Moi, je pense que j'écris une robe depuis 35 ans. J'écris un pullover, j'écris une fourrure. Comment voulez-vous que je fasse autre... Comment voulez-vous que je continue à écrire sans mentir? D'autant plus que, qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de moi que je fasse du Riquiel, encore du Riquiel, tout en avançant. Parce que si c'était du Riquiel qui était reparté en arrière, personne ne l'achèterait. Donc il faut sans arrêt que j'escalade quelque chose, que je raconte, que je rajoute, que je réajuste. Donc je joue. Je joue, donc je mens. Donc je vous dis la vérité. Vous ne mentiez pas tout à l'heure en disant que le fait d'être rousse et d'être née rousse a sans doute permis de vous distinguer aussi des autres. Alors, dans le catalogue, vous savez, de Don Juan, des femmes de Don Juan, il n'y a pas de rousse, vous le savez, ça, de Mozart. Les rousses n'existent pas. Oui. Alors, on les avait déjà brûlées. Vous voyez. Eh oui, des vraies sorcières. Vous comprenez ça? Pourquoi il y a ce phénomène quasiment anti-rousse? C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Il semblerait, puisque vous êtes si séductrice, c'est que ça opère quand même bien sur les hommes. Oui, c'est ça, mais j'ai jamais senti ce phénomène de rejet. Jamais, jamais, jamais. Même en classe? Même en classe. Mais en classe, j'étais déjà vainqueur. J'avançais, il fallait que j'avance, il fallait que je sois la première. C'est-à-dire que j'étais tellement pas jolie. Ah, vous vous ressentiez pas jolie? Ah, pas moi. Je pense que mes sœurs étaient sublimes, parce qu'elles avaient des cheveux blonds vénitiens, avec des boucles magnifiques, alors que moi j'étais rousse, raide. Et maman, quand je suis née, me donnait le sein en me disant pourquoi tu es rousse, et on m'a passé la tête à l'eau oxygénée parce qu'on pensait que j'avais du sang sur la tête. J'étais rousse comme cette pomme, j'étais terriblement rousse. Donc c'est vrai que je suis passée à côté de tout finalement. Est-ce que vous savez dessiner? Il paraît que toutes les deux, vous savez très bien dessiner. Régine vous dira que je dessine très bien. Et moi, je vous dirais que... Moi, je voudrais juste que vous fassiez un essai. Regardez. Là, il y a du papier, canson. Il y a des petites choses là qui devraient bien vous aller. Par exemple, un rêve. Votre dernier rêve érotique, Sonia, ce serait quoi? Puisque vous parlez tant... Et si bien de la volupté. Et vous voulez que je le dessine? Oui. Régine, si elle était là, elle vous ferait un dragon. Je me fous tout le temps d'elle à cause de ça. Mais en même temps, elle sait faire des dragons très bien. Et vous, c'est plus angélique ce que vous faites? Non, pas du tout. Moi, je fais des espèces de fausses femmes, de silhouettes. Elles sont toujours androgynes un peu, hein, non? Toujours androgynes. Mais moi, j'adore le côté androgyne. Vous auriez aimé avoir, par exemple, une forte poitrine? Non, pas du tout. Je trouve que j'ai déjà trop de poitrine. Ah oui? Oui. Donc vous êtes à contre-courant? Oui. Enfin, à contre-courant, n'exagérons pas. En ce moment, on va plutôt vers le 90 que le 80, non? Oui, c'est vrai. Et vous y prêtez attention? Non. Dans votre mode, non? Dans ma mode, je fais attention à beaucoup de choses, mais pas vraiment à ça.
À quelle partie du corps vous faites le plus attention? Moi, je trouve qu'il y a une partie du corps qui est sublime, ce sont les jambes. Les femmes qui ont de jolies jambes, elles ne savent pas ce que c'est. C'est sublime. Vous voulez dire que vous n'avez pas de belles, c'est ça que vous Je voulez ne trouve dire? pas que mes jambes soient magnifiques. Mais qu'est-ce que vous trouvez de beau en vous? Beaucoup de choses. Ah, tout de Beaucoup même. de choses. Oui, je trouve que je suis très intéressante. je dirais. Mais j'aurais adoré avoir de jolies jambes. Vous voulez que je le colorie? Oui. Alors racontez-moi. C'est une espèce de femme Oui. qui se marre, qui se fiche de tout le monde. Voilà. Qui traverse la vie comme ça. Ça pourrait être une des héroïnes de Claire Bretéché? Ça pourrait être. Oui, ouais? alors attendez, je vais quand même pas vous dire que je dessine comme Claire, qui est une sublime dessinatrice. Ah, c'est la troisième amie. Oui. Elle est commune aux deux. Ah oui, elle est commune aux deux. Mais c'est une fantastique. En quoi elle vous ressemble? Claire, elle nous ressemble pas du tout. Elle est beaucoup plus fermée, elle est beaucoup plus droite, elle est beaucoup plus. C'est une solitaire. Elle. On est toutes les trois solitaires. On est très solitaires. Régine est très solitaire, je suis très solitaire et Claire est très solitaire. Je crois que la moins solitaire des trois, c'est Claire. Ah oui, mais oui. farouche. Oui, elle est farouche. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'aime pas. Mais c'est vrai que. Tellement atypique, tellement qui déménage tellement, qui occupe tellement l'espace. Je trouve que c'est peut-être plus long, je dirais pas plus difficile, mais c'est plus long, surtout quand on est une fille, de trouver ses propres marques. Elle m'a appris la liberté, ce que c'est que la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté de choix, la liberté de penser, la liberté de lecture, de sortir, avec un vrai rapport permanent à la responsabilité. En ce qui me concerne, c'est qu'il faut, c'est d'avancer, c'est avancer et trouver ce qui est juste pour soi. Ma mère est quand même devenue la reine de la mode, la reine des pullovers, sans savoir tricoter un pull, sans savoir coudre, sans savoir dessiner. C'est un paradoxe, Régine. Régine affiche une fragilité qu'elle n'a pas. Je crois que c'est une des femmes les plus fortes que j'ai pu rencontrer. Les choses ne devaient pas lui résister. Et ce qu'elle croyait être juste, elle faisait absolument tout pour que et elle continue pour que ça arrive et pour l'obtenir. Des femmes qui à un moment se sont complètement reconnues, un peu comme dans le règne animal, on se sent, on se reconnaît et après on revient plus dessus. Ce sont des femmes très sensuelles, toutes les deux. Ce sont des femmes qui peuvent s'asseoir par terre et occuper l'espace complètement en étant par terre. Bon, Régine, elle allume un cigare, c'est fini, quoi, on ne voit plus qu'elle. Ma mère, elle va commencer à toucher ses cheveux comme ça, et voilà. Je pense que c'est des jouisseuses, ouais, voilà, c'est des jouisseuses, vraiment. Elles aiment les hommes. Je pense pas qu'elles aiment le même type d'homme. Elles aiment les belles fringues. Deux rousses flamboyantes, habillées en noir. Toutes les deux adorent faire la cuisine. Même si je les entends souvent se disputer. Régine est persuadée que la meilleure mousse au chocolat, c'est la sienne. Je tiens à préciser que ma mère est quand même la reine. Elles aiment la vie. Elles sont quand même complètement allumées. Elles sont quand même gravement allumées toutes les deux. Elles sont comme un dessin de Claire Bretéché. Maman a tort, 2, c'est beau l'amour, 3, l'infirmière pleure, 4, je l'aime. Totalement allumée, jouisseuse aussi de la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris de la part de Nathalie, votre fille, et de Franck? Pas du tout, pas du tout. Je les connais très bien tous les deux. Comme ils vous connaissent d'ailleurs. Comme ils nous connaissent, et je pense qu'ils sont... Ils ont vu juste... D'ailleurs, ce sont deux enfants, il faut le dire, très intelligents, très justes, très mesurés, et qui ont des qualités exceptionnelles. Moi, je suis absolument en admiration et avec un respect fou pour Nathalie. Est-ce qu'elle vous a jalousé, vous pensez, durant sa vie? Je ne pense pas qu'elle ait pu me jalouser parce qu'il y a trop d'amour entre nous. Il y a trop de passion, trop de tendresse, trop de respect, trop de... Et aujourd'hui, est-ce que vous la jalousez? Je ne peux pas la jalouser, je l'admire. Je la regarde et je lui dis qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es, c'est bien, c'est vas-y chérie. Et je pense que Régine par rapport à Franck c'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants? L'amour.
ce qui compte au monde, moi je pense que je leur ai transmis aussi que la vie, il fallait la vivre. J'ai toujours dit à Jean-Philippe et à Nathalie que j'étais ce que je suis et que ce que je voulais vivre, j'allais le vivre et je le vivrais de toutes les façons, que jamais ils ne m'en empêcheraient, même s'ils voulaient m'en empêcher, mais que quoi qu'il arrive, j'étais là. Donc vous avez été davantage femme que mère? Non, je pense pas. J'ai été mère et femme. Mais je veux dire, je me suis jamais, j'ai jamais rien laissé passer pour les enfants, à condition de savoir que de toute façon, ils savaient que j'étais là. Ils savaient où me joindre à chaque instant. Est-ce que vous avez donné la même éducation à votre fille et à votre fils, Jean-Philippe? C'est plus difficile parce que Jean-Philippe a un problème. Et il ne voit pas. C'est un fantastique musicien. À la naissance, hein? On lui a brûlé les yeux dans la couveuse, oui, quand il est né. Et c'est un fantastique musicien et j'ai des rapports avec Jean-Philippe qui sont des rapports plus de création, on peut discuter pendant des heures et des heures, comment il faut faire ça, comment on ne peut pas faire ça, comment on n'y arrive pas, comment on s'écroule, comment on repart. On peut discuter de textes, d'un texte de Nathalie Sarraute pendant 2 ou 3 heures avec Jean-Philippe parce que c'est justement là, à quel endroit ça commence, après quand est-ce que ça finit. Et avec Nathalie, elle a été avec moi, à côté de moi. Elle ne m'a pas quittée. À partir du moment où Nathalie est née, je ne l'ai pas lâchée une seconde. Je ne pouvais pas la lâcher. C'est pas qu'elle m'appartenait. Elle était ma fille. Mais en même temps, j'avais besoin d'elle à côté de moi. Besoin d'elle, et non pas elle qui avait besoin de vous. Je pense qu'elle avait besoin de moi aussi, mais en tout cas à partir du moment où elle a voulu partir, à partir du moment... C'est jamais moi qui lui ai demandé de venir travailler avec moi. Elle a fait ce qu'elle a voulu. Moi je l'ai aidée, j'étais là pour lui dire ce qu'elle me demandait, mais en tout cas, elle a fait ce qu'elle a voulu. Mais j'étais présente. J'ai toujours été présente. Alors, il y a des points de désaccord, je dirais, entre vous et Régine. Lorsque l'on sait qu'elle travaille pour l'humanité, elle écrit parfois, souvent d'ailleurs pour le journal L'Humanité, elle est vraiment quelqu'un d'engagé. Bon. Vous, au contraire, et d'ailleurs vous le dites dans les lettres, vous êtes plutôt écœurée par la lourdeur du monde, par sa mocheté même. Tout à fait, mais Régine aussi. Régine aussi est très écœurée par ce qui se passe. Oui, mais elle s'investit. Mais elle s'investit autrement que moi. Moi, je m'investis aussi. Par exemple, je passe mon temps à mettre dans les vitrines. Depuis que je fais de la mode, dans mes vitrines, il y a des livres. À chaque nouvelle collection, pas nouvelle collection, à chaque nouvelle vitrine, il y a des livres et des livres qui sont engagés, des livres qui veulent dire des choses. Par exemple, il y a aussi les livres de Régine quand elle écrit ses rubriques pour l'humanité. Il y a sans arrêt des livres qui racontent quelque chose, qui sont engagés. Je suis engagée par rapport dans beaucoup de domaines humanitaires, par exemple avec Nicolas Hulot pour respecter la planète. Oui, c'est ça. Et puis aussi pour les paralysés ou pour les handicapés. Je fais énormément de choses. Vous ne mettez pas tellement ça en avant, volontairement, par pudeur? Non, pas par pudeur, mais parce que je le fais naturellement. Et c'est vrai que par moments, ça m'écœure, ça me rend malade de voir des choses comme ça, d'entendre des choses et de me dire c'est pas la peine de faire tellement de choses, c'est pas la peine de se bouger tellement pour que ça bouge à peine. Il vous arrive de rester terré chez vous, comme ça, dans votre chambre, par des moments de désespérance? Je ne reste pas terrée dans ma chambre par désespérance, je me mets dans ma chambre parce que c'est là l'endroit où je travaille, où j'écris, où je dessine. Mais vous savez, par exemple, Régine et moi, nous passons souvent des vacances ensemble, dans une maison à l'île de Ré, par exemple. Mais Régine est dans une chambre, moi je suis dans une autre, et on ne se parle pas. C'est-à-dire qu'on peut même descendre déjeuner, chacune à une table différente. Et puis d'un seul coup, pouffer de rire en voyant qu'on est là et l'une est là et l'autre là. Donc la communion est présente sans parole, mais nécessairement. Mais c'est ça qui est formidable entre Régine et moi. C'est une espèce d'aller-venu comme ça qui est tellement plein d'humour, plein de tendresse. Dans les lettres, il y a surtout de la tendresse. Est-ce que vous pourriez lire ce passage? Elle est signée par vous. Je ne me penche pas sur l'avenir ou alors je m'effondre. C'est affreux, terrible, de ne pas faire de projet, de vivre le quotidien. Ai-je le désir d'aimer, d'être aimé?
Non seulement j'en ai le désir, mais je suis aimée. J'aime, je m'abandonne. La jouissance me comble, me fascine, me donne une force folle pour avancer. J'ai aussi envie de danser des slows sur des musiques lascives qui font s'enrouler le corps, mais j'ai aussi envie de rythmes fous qui envoient ton corps, tes bras en l'air. Je n'ai pas eu d'amant cubain, ni de noir, comme me dit une de mes petites filles. Il ne faut pas mourir idiot, mamie. Profite de la douceur, regarde devant toi, prends l'espace. Comme tu me le dis toujours, nous sommes les plus belles. Je t'aime, tu me manques. Très joli texte. Et d'ailleurs, Régine ensuite répond à ce texte-là, comme si ce besoin d'aimer, vous le disiez tout à l'heure, vous avez transmis à vos enfants l'amour, c'était obsessionnel. Mais c'est un amour physique aussi, puisque vous parlez aussi de jouissance. C'est l'amour physique, mais c'est l'amour aussi, c'est l'amour, je veux dire, c'est le. Mais c'est pas toujours le cérébral, rapport, quand même. Voilà, le rapport, le toucher, l'envie, le désir, le plaisir. La volupté. La oui. volupté, la gourmandise. Le chocolat, le thé, les oreillers, les coussins. Est-ce que vous parvenez à dissocier le sexe des sentiments? Oui, tout à fait, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des amants, par exemple, plus jeunes que vous? Oui, bien sûr. Parce que C'est pas ce que je préfère. Pourquoi Régine aime les hommes très minces, moi très jeunes, minces, oui. très jeunes. Peut-être minces aussi. Minces aussi, oui, mais je les préfère gros et plus vieux. Plus gros et plus Pourquoi? vieux. Parce que vous vous sentez en décalage avec Non, pas avec du les plus tout, jeunes? parce que c'est comme ça. Peut-être que mon père étant plus rond et le père de Régine plus mince, en effet, peut-être que c'est ça. Je ne Vous sais pas. pensez qu'on recherche toujours son père? Je pense que c'est important. Je pense qu'il y a quelque chose de pathétique et en même temps de complètement impérieux dans le fait de retrouver son père. C'est vrai aussi que moi j'ai un père et comme nous étions 6 avec maman, 7 avec la femme qui travaillait à la maison, c'était très difficile de capter son attention. Donc est-ce que j'ai recherché toujours des pères dans les hommes avec lesquels j'ai vécu? Peut-être. Sûrement d'ailleurs. Alors Charlotte Rampling dit elle-même qu'il n'y a pas de tourisme sexuel au féminin parce que les femmes ont besoin de partager quelque chose sur un plan sentimental et physique à la fois. Vous partagez ça, vous, ce commentaire? Un peu, oui. Mais je trouve que dans ce film, Charlotte Rampling fait passer toute cette histoire magnifiquement parce que c'est elle. Et qu'elle est magnifique, et que ce qu'elle dit, c'est vrai, je pense. Mais c'est un phénomène réel. C'est un phénomène complètement réel. Régine serait tout à fait capable de faire ça. Moi, ça serait plus difficile, parce que j'ai plus de réticence. Mais Régine, on se dispute assez souvent à cause de ça. Mais ça, vous l'évoquez dans la correspondance. Tout à fait. Je la traite de tous les noms parce qu'elle avait vu un homme sur la plage et qu'elle me dit « Regarde comme il est beau » et je lui dis « C'est pas possible que tu trouves ce mec beau, il est complètement... Il est déjà fané à 35 ans. » Est-ce que vous avez partagé le même homme? Je dois vous le dire. Je vais dire oui. Et avec des commentaires ensuite de vous deux? Je peux pas trop raconter. Oui. Faut pas raconter. Mais je vous Mais dis je vous oui quand imagine même. en plus. Mais Régine serait là, elle dirait oui aussi. Donc la complicité va jusque-là. En même temps, oui, c'est ça. C'était une espèce de complicité. C'était quelque chose. C'est quelque chose d'assez étrange de faire ça, de partager un homme. Et c'est quelque chose. Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup de. J'étais très heureuse d'avoir partagé cet homme avec Régine. Très, très heureuse. Il l'a su? Enfin, il a su que Bien vous saviez sûr, l'une et l'autre. Bien sûr, bien sûr. C'était ça qui était intéressant. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, l'homme ne devient pas un peu objet? Bien sûr, mais ça, il le savait aussi. Il se posait comme ça. Mais en même temps, c'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire. C'était un homme qui avait 1000 qualités, qui était très intéressant, très intelligent, c'était pas un petit jeune homme. Un gigolo. C'était pas un gigolo du tout. Mais quand on est femme libre, comme vous l'êtes toutes deux, pourquoi vous vous êtes mariées? Mais moi, quand je me suis mariée, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Il fallait que je me marie, c'était pas possible autrement. J'étais une jeune fille juive, bourgeoise, il n'était pas question de ne pas me marier, il était question, je vous dis, que j'ai 10 enfants. Et ça faisait partie des convenances. C'était les convenances, c'était comme ça. Et je pense qu'après, quand j'ai divorcé, je pense qu'après, j'ai jamais eu envie de me marier. Régine, oui. Régine s'est remariée.
Qu'est-ce que vous pensez du jeu des confidences actuellement, beaucoup dans les autobiographies, notamment la chanteuse Régine, que vous connaissez, qui publie un livre sur ses amours, donc elle évoque plusieurs de ses amants. Qu'est-ce que vous pensez de ce déballage ? Je ne pense pas que c'est quelque chose que je ferais du tout. Je pense que dans le livre que je viens de faire avec Régine, de correspondance, il n'y a pas du tout de déballage. Absolument pas. On ne raconte rien. C'est plutôt, vous suggérez. On suggère, mais en même temps, c'est effleurer une histoire entre deux femmes. C'est quelque chose d'assez comme une route qui part comme ça et que je trouve que c'est une amitié qui est absolument superbe, qui apporte quelque chose.